Moi, je pense qu'il faut Non? être très humble, très très humble dans la pratique qu'on a Ah oui, et qu'on est tous aveugles, sourds, ouais, ouais, malentendants, tout à fait. autant que nos patients. Et que c'est nos patients qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Que vraiment la pratique, depuis 25 ans que je suis ici, que j'ai, me montre qu'il y a une singularité et une expérience tout à fait nouvelle et neuve et novatrice qui me fait, malgré tous les aléas et toutes les complications, vouloir rester à continuer à être un capteur de l'inutile, du petit rien qui va donner du sens à la relation et à l'autre dans le sujet. Bien entendu, seul psychiatre pour les 1000 lits ici, on pourrait se dire ça n'a pas de sens. Le seul sens que ça ait, c'est ce sens de pèlerin qui arpente les 36 hectares de cet hôpital, qui va non pas apporter un savoir, mais recevoir quelque chose qui est à chaque fois nouveau. Des personnes que je vais voir pour des problèmes psychiatriques extrêmement graves. Nos patients ici, sur les 1000 lits, 800 la maladie d'Alzheimer avec des formes extrêmement sévères, avec des troubles du comportement qui font peur, avec des tentatives de suicide et des suicides malheureusement aboutis qui ne sont pas rares. Et je suis frappée de voir à quel point finalement la personne âgée, quand elle arrive à passer le cap des quelques jours ici, croit en la vie, a envie de rebondir dans la vie, a envie de parler d'elle, a envie qu'on la touche, a envie de se sentir touchée par quelqu'un d'autre et qu'il y a un travail réellement psychothérapeutique qui peut se mettre en œuvre, malgré des conditions d'exercice extrêmement difficiles. Puisque je n'ai pas d'unité où prendre les malades en charge, je me déplace au lit du malade. Donc mon rôle est d'appréhender la problématique et en même temps de soulager les équipes qui sont extrêmement démunies. Alors il y a tout ce qui concerne évidemment la dépression, le risque suicidaire, les idées suicidaires, la fin de vie, la douleur morale, la psyché. Et puis il y a tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, avec ses pertes, mais aussi avec ses richesses créatives. Et depuis des années que je suis ici, on a ouvert un atelier de peinture qui est un lieu absolument magnifique. Lieu de création, lieu thérapeutique s'il en est, pour les personnes Alzheimer, et où explosent, alors qu'ils étaient si tristes, si apathiques, si perdus dans leur service, il y a une identité qui se recrée à travers leur graphisme, à travers la trace qu'ils arrivent à mettre et les couleurs qu'ils arrivent à mettre sur du papier, et la fierté devant ce dessin qui est fait, devant les catalogues qu'on peut éditer, les expositions qu'on peut faire, les cartes postales qu'on peut faire. Et ça, c'est une activité qui est formidable. Et malheureusement, la tyrannie du tout rentable fait que cet hôpital qui avait un magnifique atelier de peinture, on lui dit que ce n'est pas rentable. Évidemment, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable de s'occuper de 2, de 3, de 4, de 5 personnes sur les 1000 personnes. Mais c'est tellement rentable en termes d'affect que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tout ce travail en dentelle, tout ce travail de repérer les gens qui seraient améliorés par une sortie dans le parc, par des choses extrêmement simples qu'on peut mettre à leur disposition, ça vaut le coup. Et nous ne sommes malheureusement plus du tout encouragés sur ce chemin-là. C'est un chemin qui devient un chemin de plus en plus difficile à arpenter, de plus en plus réglementé, de plus en plus vers une baisse évidemment du lien social, du lien humain qu'on a avec les personnes âgées, puisque on doit faire vite, on doit augmenter le nombre de consultations externes, le nombre de patients vus, le nombre de... On ne nous demande que des comptes sur le quantitatif et absolument pas sur la qualité du relationnel. Or, quand on est psychiatre, c'est uniquement la qualité du relationnel qui est importante. Et pour avoir accès à cette qualité du relationnel, il faut du temps. Il faut s'asseoir à côté de la personne, il faut ne pas avoir peur d'elle, il faut lui prendre la main, il faut s'assurer qu'elle vous comprend, qu'elle vous écoute, qu'elle va vous parler d'elle, de sa vie, et il faut en même temps percevoir s'il y a danger pour elle-même, danger pour les autres, il faut en même temps prescrire, il faut en même temps
former les jeunes médecins, les externes, les équipes à toute cette psychopathologie qui est d'autant plus difficile que les personnes âgées ont toute une vie derrière elles et que c'est pas du tout comme des enfants en devenir ou des adolescents ou des adultes jeunes. Toute la symptomatologie est à passer à l'aune du polyhandicap physique somatique, de la vie passée et forcément des drames et des traumatismes cumulés. Beaucoup de personnes âgées disent ce n'est pas juste, moi je suis encore là, mais mon petit-fils est mort dans un accident de moto, mais mon mari est mort à côté de moi, mais moi je n'ai qu'une hâte, c'est que Dieu me rappelle à lui, Dieu m'a oublié. Il faut être capable d'entendre tout ça. Et la plus grande difficulté, c'est être le porte-parole de toutes ces petites choses insignifiantes auprès des équipes qui redécouvrent les patients sous un autre œil, qui se les réapproprient et sur un œil plein d'humanité. Dans les années 88-89, bien avant que la maladie d'Alzheimer soit reconnue comme une entité clinique avec un traitement, même s'il n'est pas curatif, mais s'il est palliatif, eh ben, on a eu l'idée, avec une psychologue qui est maintenant à la retraite, de faire des ateliers mémoire en long séjour. Donc on a évalué nos patients, on a essayé d'adapter des techniques de stimulation cognitive, je vous dis il y a 20 ans, dans un pavillon où tous les patients étaient réputés déments. Les infirmières disaient il n'y a rien à en tirer, c'est pas la peine. Effectivement, quand on voyait la première évaluation qu'on faisait en termes de tests psychotechniques, c'était vraiment pas bon. Mais derrière, il y avait à chaque fois la qualité du discours. Donc on a fait une analyse non seulement qualitative, mais qualitative, mais surtout de leurs réponses. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait par exemple un problème impossible. On leur demandait, bon, vous achetez tant de pommes à tant de kilos, combien ça vous fait, etc. Et le problème impossible, c'était, il y avait 2 kilos de pommes à 10 euros le kilo, vous donnez 8 euros, combien vous rend-on ? Et alors, les gens savaient bien qu'ils ne pouvaient rien rendre, puisqu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et on avait, moi, de toute façon, on m'a tout pris, j'ai plus de dents, j'ai plus de dentier, j'ai plus de culottes, j'ai plus rien. Et donc, tout ce corpus, on l'a noté, on l'a gardé, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de vivant et que ça valait le coup de mettre en route ces ateliers mémoire qui ont toujours lieu, en interne et en externe, 2 fois par semaine. Et on a eu un tel succès que le personnel venait sur son temps de repos vérifier ce qu'on leur disait, en disant mais c'est pas possible que telle dame ait pu dire une chose pareille. Mais si, c'était tout à fait possible. C'est-à-dire que quand on les met dans un autre contexte, avec un autre lieu que le lieu de l'hôpital, qui est un lieu, vous me disiez en arrivant, vous trouvez que c'est un hôpital qui peut faire peur. C'est ces grands hôpitaux de l'assistance publique, avec la marque de l'assistance publique, mais du début du 19e siècle. Fin 19e siècle, début 20e, avec ces bâtiments espacés sur un énorme espace qui est peu utilisé, alors qu'on pourrait aménager cet espace pour les patients, pour leurs familles. Eh bien, il faut se réapproprier cette merveille qu'est l'être humain dans des lieux qui soient chaleureux, qui ne ressemblent pas à l'hôpital, comme l'atelier de peinture, comme nos ateliers mémoire, comme le hall. Vous avez vu le hall ? Il y a les œuvres d'art des patients, il y a des perruches, il y a des animaux. Ça nous semble quelque chose d'extrêmement important. Pour le personnel, malgré cette fameuse tarification à l'activité, c'est difficile de valoriser des perruches ou un petit café le matin. Mais il y a tout ce travail qui se fait quand même malgré tout et qui est quelque chose d'extrêmement important et qui est irremplaçable. On ne peut pas remplacer ce travail et ce lien, ce travail de liaison que je fais au jour le jour par des formations, par des cours magistraux, par de la gérontechnologie. Je pense que l'être humain, vous savez, moi je dis souvent, le plus bel antidépresseur pour une personne démente en fauteuil roulant, qui n'a jamais été caressé par personne depuis des années, qui est ici, c'est avoir un gros chat qui vient ronronner sur ses genoux, et ça c'est possible. Dans des lieux comme le nôtre qui paraissent extrêmement rebutants, il y a cette recherche qui peut s'y développer encore aujourd'hui. Alors pour combien de temps, je ne sais pas du tout, puisque on voit petit à petit, eh bien
notre technologie de base disparaître, notre laboratoire disparaître, notre atelier de peinture disparaître, la pharmacie, etc. Et ça crée énormément d'inquiétudes. Ça crée des inquiétudes pour les soignants, et les personnes âgées sont des éponges émotionnelles, reçoivent notre inquiétude et développent de plus en plus de troubles du comportement. En ce moment, je suis en train d'aider ma collègue sur le soin de long séjour. Il faut que vous sachiez que nous avons 450 lits de soins de longue durée sur l'hôpital. C'est énorme, hein. La moitié de l'hôpital en capacité, donc des patients refusés dans des maisons de retraite, extrêmement lourds en termes de dépendance, hein, tous GIR 1, GIR 2, tous déments, et malheureusement la plupart psychiatriques requérants. Donc nous allons avoir ce qu'on appelle une coupe pathos, dont les critères ont été revus à la baisse pour bien nous dire, mais vous voyez, vous ne faites pas du soin de longue durée, puisque vous faites avec vos critères pathos, vous ferez au mieux comme une maison de retraite. Et donc j'aide ma collègue et j'essaye de répondre à toutes les demandes que l'on me fait en termes de psychiatriques requérants, et pavillon par pavillon, hein, il y a une centaine de lits, j'ai à peu près la moitié des patients à voir, dans un délai avec des contraintes extrêmement difficiles. Mais il me semble important de montrer que nous faisons quand même des merveilles dans un lieu difficile et avec des pratiques qui deviennent des pratiques de plus en plus difficiles à développer. Et par contre, j'ai beaucoup de chance d'avoir des psychologues, mais pas en SLD, il n'y en a pas suffisamment, mais dans chaque service, il y a des psychologues cliniciennes qui, elles, font un remarquable travail de réseau, de liaison, qui m'alertent sur les cas les plus aigus, qui sont tout à fait à même de reprendre, et on travaille en permanence ensemble, même s'il n'y a aucun lien hiérarchique entre les psychologues et moi. Mais heureusement qu'il y a ce maillage des psychologues, hein. Et il n'y en a pas assez en soins de longue durée. Il y en a combien sur l'hôpital, il doit y avoir 8 psychologues. Et beaucoup s'occupent surtout de faire des tests dans le cadre de la consultation mémoire, des neuropsychologues. Donc, mon choix étant au départ, puisque j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec une psychologue qui était clinicienne et qui, elle, s'est formée aux tests. Et les jeunes neuropsychologues sont très pointus sur les tests neuropsychologiques, mais peu sur le génogramme, sur la famille, sur comment ça se passe, les entretiens, comment... c'est pas anodin, hein, de faire un entretien autour de la maladie d'Alzheimer, encore moins autour de l'annonce d'un diagnostic, et encore moins quand il y a des troubles psychocomportementaux. J'en ai une très jeune qui vient d'arriver, elle est affolée. Elle est affolée dès qu'il y a une menace, si c'est comme ça, je vais me foutre par la fenêtre. Et donc j'ai des demandes itératives pour aller voir des patients. Et quand je sais que c'est elle qui les demande, ça me permet de prendre mon temps, de discuter avec l'équipe. Et en général, il n'y a pas d'urgence. Bon. Mais j'en ai d'autres où je suis très inquiète quand elle me dit « Attention, viens le voir, va le voir, parce que là, il m'a dit quelque chose qui m'a fait peur, etc. » Donc il faut que je connaisse bien aussi mes collègues psychologues pour travailler en réseau avec elle, et mes collègues gériatres. Alors cette idée de comme je suis seule, je ne peux pas bien travailler, il faut que je forme, évidemment je l'ai développée depuis des années et des années. J'ai créé un diplôme universitaire sur la maladie d'Alzheimer, dont l'enseignement a lieu ici, sur le site de l'hôpital, et puis je fais des séminaires, j'interviens dans le cadre des capacités de gériatrie, des diplômes universitaires. Il y a 5 enseignements sur le site de l'hôpital. On est très dynamique au niveau de l'enseignement, de la recherche clinique. Nous avons des externes et je forme les externes et tous les externes à la psychopathologie, à la dépression du GAG, à la prévention du risque suicidaire. En ce moment, on est sur l'accréditation, donc les EPP, etc. C'est l'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc les EPP, c'est se poser des questions sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend bien en charge les personnes qui ont un risque suicidaire? Est-ce que la dépression est détectée? Vous allez me dire, dans un hôpital gériatrique, oui. Eh ben non. Hein, elle ne l'est pas, donc il faut qu'elle le soit systématiquement. Il faut qu'on ait des outils qui soient validés pour les personnes âgées, sensibles, etc., de repérage de cette dépression. Il faut qu'on ait des échelles d'urgence du risque suicidaire. Il faut qu'on forme les personnels, ce qu'on a fait ici. Et on est en train, sur ce pavillon-là, avec la psychologue, et on est en train d'éditer une plaquette qu'on pourra avoir dans la blouse pour les personnels soignants et les médecins, avec toutes les procédures.
et de mettre au point une alerte sur le site Actipedos de l'assistance publique, ce qui fait que chaque personnel pourra voir s'il y a un risque suicidaire et quelles sont les procédures et quels sont les protocoles à dérouler. Donc ça, c'est un gros projet qui est transversal sur tout l'hôpital et qui nous demande beaucoup de bonne volonté, beaucoup de savoir-faire et de dynamique. Tout ce qu'on a fait sur le pôle Calmette, on souhaite le proposer bien entendu en SLD et sur l'autre pôle à Crevelier. Donc on avait une réunion de travail tout à l'heure. Ça, il faut savoir que dans les hôpitaux, on nous demande de nous certifier, de nous accréditer avec des recommandations de l'HAS extrêmement précises, d'être le mieux du monde dans toutes les procédures, mais avec moins de personnel, avec moins de personnes, avec un délitement de cette entité assistance publique. Et d'un côté, on nous demande de faire de l'excellence avec plus rien, et c'est la psychiatre qui vous parle, il n'y a pas plus insécurisant que de voir que un tel s'en va, le laboratoire s'en va, nous on va aller où, on s'appelle plus Émile Roux mais on s'appelle Henri Mondor, on n'a plus d'identité, on n'a plus de directeur, on a une directeur de site, mais ma directrice je ne la connais pas, elle est sur un autre hôpital qui est Henri Mondor. Donc il y a, comme dans les grandes entreprises privées, une disparition de notre champ visuel, de nos acteurs de proximité. Le directeur, c'est quelqu'un de très important dans un hôpital. Tous nos projets nous appellent à projet, on le fait avec eux, on fait avec une équipe sur place. Quand on n'a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de projets, on ne peut plus monter les projets, on ne peut plus les porter, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur en face. Je reviens sur l'histoire du risque suicidaire. Vous savez que quand il y a une personne qui a fait une tentative de suicide, eh bien, il y a comme une contagion dans l'étage où ils sont, ou quand c'est des jeunes dans l'établissement dans lequel ils sont. Comme si, quelque part, les gens sentaient qu'il y a eu un drame et que ça parle, ça discute entre les personnels, mais pas forcément dans la salle de repos. Et j'ai souvent 2-3 tentatives de suicide dans la même unité qui suivent dans la semaine. D'où nécessité de reprendre, de faire du débriefing, de recommencer les formations, de faire travailler les psychologues d'un autre service qui viennent en personnel neutre, faire ce débriefing sur ces situations tout à fait particulières pour que l'espèce de contamination cesse. Et il ne faudrait pas que cette contamination, l'instabilité, contamine tous les personnels et nous démotive totalement dans notre travail quotidien auprès de nos patients très âgés, polypathologiques, que personne ne veut voir. Vous savez, moi j'ai connu l'asile et l'hospice et malheureusement j'ai l'impression qu'on retourne en psychiatrie et même plus à l'asile puisque les malades mentaux sont dehors et même plus à l'hospice puisque on nous dit qu'il faut faire du chiffre, qu'il faut prendre des patients qui ont une bonne mutuelle, qui soient rentables, etc. Et j'ai du mal à m'y retrouver, j'ai du mal à continuer à effectivement arpenter avec Martin de Bellerin les 36 hectares de cet établissement. Donc il faudrait qu'on ait une petite lumière qui s'allume et du sens à tout ça, pour que nous puissions redonner du sens aux paroles de nos patients. Il y a autre chose qui m'a beaucoup frappée sur ce quart de siècle que j'ai passé dans cet hôpital, c'est le regard que la société porte sur les personnes âgées. Et je trouve que ce regard est de plus en plus exigeant, rejetant. On ne veut pas les voir. Quand on a eu la canicule ici, on a remarquablement bien pris en charge les patients hospitalisés. Mais j'ai beaucoup entendu autour de moi, mais ça sert à quoi? Pourquoi les maintenir en vie? On voit en même temps, sur toute cette question de la fin de vie des patients Alzheimer et des patients souffrants, en même temps la problématique des exceptions d'euthanasie. Ma conviction, c'est qu'il ne faut absolument pas une loi, et il ne faut pas légiférer, puisque s'il y a une loi, les abus vont immédiatement en découler. Mais il faut que chacun, médecin, soignant, famille, de façon collégiale, se pose cette question-là.
du sens à donner à la poursuite des soins, à l'arrêt des soins. Et je pense que si les textes de la loi 2005 de Jean Leonetti sont connus, si on prend le temps de parler aux familles, eh bien, on n'a plus du tout ces demandes. On n'a plus du tout ces demandes. Je suis demandée, moi aussi, bien entendu, au lit du malade, dans ces problématiques, soit de pose de sonde de gastrostomie, on n'en pose aucune ici, à l'hôpital. Alors qu'on a des demandes, mais on arrive toujours à expliquer aux familles, à les prendre en charge. Prendre en charge, c'est vraiment leur dire, on est là, on est disposé. Nous avons une équipe mobile de soins palliatifs et une équipe mobile douleur. Et il y a recours quand même au psychiatre que je suis pour désamorcer les situations les plus conflictuelles et les plus difficiles. Et puis on a toujours la possibilité de faire appel à un tiers, c'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes, d'autres hôpitaux qui peuvent nous aider dans les situations difficiles. Et cette question finalement de l'euthanasie active ne se pose pas dans notre institution. C'est un point extrêmement important qui ne se sait pas, où il y a cette réflexion éthique en permanence. Nous avons un comité central d'éthique ici, pluridisciplinaire, où il y a des petites conférences avec des thèmes particuliers. Ça peut être sur la sexualité du sujet âgé, ça peut être sur la douleur, ça peut être sur des réunions de famille, qu'est-ce que souhaitent les familles, etc. Tout à fait régulièrement. Et j'y tiens beaucoup et je pense que ça doit, cette philosophie d'une éthique de la prise en charge doit diffuser et doit continuer de diffuser au sein de cet hôpital. Et vous voyez bien que bien souvent, quand on parle d'Alzheimer, on se heurte au principe d'autonomie, puisque nos patients Alzheimer sont très peu autonomes dans leur vie, dans leur prise de décision, dans ce qui se passe. Et il faut absolument qu'il y ait un relais des équipes au niveau éthique pour ne pas se subsidiariser dans nos idées, dans nos projections, dans nos fantasmes, sur les décisions à prendre, tout au long de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il y a une autre chose qui m'a frappée dans toute cette continuité du soin, c'est depuis l'ouverture de notre consultation mémoire dans les années 90, dont j'ai un suivi et un recul de plus de 20 ans, plus on accompagnait les gens, plus on voyait les familles, plus on arrivait à faire accepter une institutionnalisation quand elle devait arriver, et les patients n'avaient pas de troubles du comportement. Comme si ce temps donné et le deuil anticipé qui était fait permettait d'avoir des patients calmes, puisque les familles n'étaient pas dans l'urgence, n'étaient pas dans la culpabilité, n'étaient pas dans la projection de leur culpabilité sur le personnel soignant, où invariablement il y a des manques, des ratés dans toute la prise en charge très difficile de nos patients ici. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu et je pense que c'est important de le faire savoir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les psychiatres, même s'ils sont les plus nombreux en termes de spécialistes, ne sont pas dans les hôpitaux, puisque vous avez plus de 1000 postes vacants au sein des hôpitaux de praticiens hospitaliers. Nous avons tous un certain âge et personne ne veut venir. En tous les cas, personne ne viendra jamais sur des vacations dans un hôpital aussi difficile. La charge de travail est énorme. Les psychiatres hospitaliers sont dans les hôpitaux psychiatriques quand ils le veulent bien, puisque je vous dis encore une fois, il y a beaucoup de postes qui sont vacants, et il n'y a pas de spécialité stricto sensu de psychiatrie du sujet âgé. Alors que vous avez un DESC de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il n'y en a pas, il y avait une maquette, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera probablement pas, puisqu'on nous dit qu'on doit s'occuper, on est généraliste, psychiatre, et on s'occupe de tout, du bébé jusqu'à la personne âgée. Moi, il se trouve que j'ai une formation et je suis qualifiée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et ce qui m'aide énormément, et ce qui m'a beaucoup aidé dans la créativité, notamment de l'art-thérapie, la mise en place des ateliers mémoire, et je pense que c'est absolument pas la même chose et qu'il y a une nécessité de former des jeunes collègues à la psychiatrie du sujet âgé. On ne peut pas dire psychogériatre ou gérontopsychiatre, ça n'existe pas, mais ce sont des psychiatres du sujet âgé. Et que ça ne s'invente pas, c'est pas du tout les mêmes cycles cliniques, c'est pas la même mode de prise en charge. Vous voyez, quand on a affaire à un jeune schizophrène, on ne le touche pas, le jeune schizophrène, il a peur, il ne veut pas se rapprocher, ce corps à corps. La personne âgée adore ce corps à corps, au contraire.
On lui prend la main, on lui prend le bras, on lui parle de façon sereine, on est à côté d'elle, il y a un rapproché qui la sécurise, alors qu'il insécurise complètement le jeune psychotique. Donc c'est une spécialité qui est ingrate, qui n'est pas du tout valorisée. Les jeunes collègues ne choisissent pas. Moi, quand j'ai passé l'internat, on était 200 par promotion, il n'y en a plus. Et alors la psychiatrie du sujet âgé, c'est encore pire. Les missions du psychiatre étant plutôt sur les troubles bipolaires, les troubles de l'humeur, la schizophrénie, les psychotiques et puis les sujets jeunes. Les sujets jeunes. À partir du moment, à tel point, à telle enseigne que dans les services de psychiatrie sectorisés, dès qu'un patient est dit chronique, il est vieux. Et on essaye de me l'envoyer. Or, il n'est pas vieux du tout puisqu'il a 45 ans ou 50 ans. Et ici, ma moyenne d'âge est 84 ans. Et les rares patients psychotiques que nous avons en soins de longue durée ne se plaisent absolument pas avec nos patients de soins de longue durée, puisqu'ils n'ont absolument pas le même habitus. Ils disent bien, eux délirent dans leur propre délire, dans leur propre secteur, et ils disent, il n'y a personne à qui parler. Ils ont l'habitude de leur café, de fumer des cigarettes, etc. Et parfois, le délire n'est pas du tout enquisté et de nouveau fécond ici. On a beaucoup de mal à ce que les secteurs d'origine les reprennent en charge. Énormément de mal. Donc, mon espoir, c'est de diffuser cette culture de la psychiatrie du sujet âgé par les enseignements, par la recherche. Il faut... Vous savez, moi je suis encore un peu trop jeune, mais avant, mes collègues les plus âgés étaient neuropsychiatres. Et je pense que de plus en plus, il faudra qu'on travaille ensemble. En tous les cas, sur cette maladie d'Alzheimer, il ne faut pas faire des sous-qualifications. Il faut que les neurologues disent la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau, donc elle est à nous. Nous, les psychiatres, on se dit, bon, on veut bien être les colocataires. Et alors les gériatres disent, nous, on en a marre d'être le marchepied, puisqu'on a les patients les plus difficiles. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas cette hiérarchie, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, qu'il faut que les neurologues fassent de la psychiatrie, les psychiatres de la neurologie. Nous, on est des spécialistes de la prise en charge, mais il faut qu'on soit des spécialistes de l'amont. Les signes cliniques fins, quand est-ce qu'on les diagnostique, où, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Grâce au ciel, on travaille vraiment en bonne entente avec des grands professeurs de la Pitié-Salpêtrière qui ont, eux, tout le matériel, les IRM compliqués, le PET scan, le DAT scan, je n'y ai pas accès, moi, mais j'ai accès à leurs travaux. Et on peut se servir de tout ce qu'ils font pour essayer de le dérouler dans l'intérêt de nos patients. Mais parce qu'on fait encore un tout petit peu partie de l'assistance publique. Si ce lien est coupé, je ne sais pas bien comment on fera pour diffuser cette culture. Et il faut que nous, tout au long de la prise en charge du patient, neurologues, psychiatres, gériatres, nous travaillons tout à fait main dans la main avec nos compétences. C'est important que les psychiatres qui le souhaitent soient formés en gériatrie, que les gériatres qui le souhaitent soient formés en psychiatrie du sujet âgé, et la même chose pour les neurologues, et qu'il y ait aussi des neurogériatres. Il y a quelques neurogériatres à l'assistance publique qui sont d'un conseil tout à fait remarquable. Et ce que j'aime dans l'assistance publique, ce qui me fait rester malgré tout ici, c'est qu'on a possibilité de discuter entre nous, d'avoir des apports de compétences conjointes, et il n'est pas rare qu'on co-anime des ateliers dans des symposiums, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver et qu'il faut développer. Non, tout à fait. On ne s'occupe pas de nos vieux maintenant, c'est même déjà peut-être un peu tard. Il va y avoir un problème de masse, enfin je veux dire, totalement. Même bien entendu. Voilà, donc pourquoi c'est pas fait? Juste à cause de ça. Pourquoi c'est pas fait? Parce que les gens ne se projettent pas vieux. Personne ne se projette vieux, ça fait horreur. C'est le jeunisme qu'on nous montre. Et donc, on fait l'autruche, on ne veut pas savoir, ça coûte cher, il ne rapporte rien. Les plus précaires, moi je suis psychiatre, vous savez, les malades mentaux, et c'est l'asile et l'hospice, les malades mentaux, les personnes âgées seront les exclus, seront sur le bateau ivre, et seront effectivement à la charité. Ils coûtent cher, ils ne rapportent rien. Voilà ce qu'on nous dit, et on arrive à la barbarie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sorties d'EHPAD. Des sorties d'EHPAD, ça veut dire qu'on prend dans l'unité Alzheimer 3 600 €. Il y en a une très bien, à côté de l'hôpital, privée. Très bien, on peut payer 1 an, 2 ans, on ne peut pas payer 3 ans. Donc, vous sortez de l'EHPAD.
Et on redonne ou on dit aux familles, vous les prenez. Alors aujourd'hui, on voit la tarte à la crème du matin à domicile à tout craint, avec de gros dangers, de grosses difficultés, puisque bien souvent dans les équipes de soins à domicile, vous avez des personnes pas formées, extrêmement dans des situations précaires pour elles-mêmes, souvent pas de la même culture. Moi, j'ai fait énormément de formations pour les équipes de soins à domicile, sur le clic, il y a tout un maillage ici, mais c'est des formations très difficiles d'ailleurs, puisqu'il faut reprendre tout à la base. Qu'est-ce que c'est qu'une démence? Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Quels sont les signes? Qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire? Qu'est-ce que c'est d'un trouble du comportement? On sait que plus la maladie va évoluer, plus il y aura un risque d'avoir des troubles psychocomportementaux. Si vous ne comprenez pas pourquoi une personne ne sait plus répondre, ne sait plus se met en colère, parce qu'elle est irritable, parce qu'elle a été trop surstimulée, eh bien, il va y avoir des catastrophes. Donc le maintien à domicile, parfait, mais pas à tout craint. Il faut développer ces filières de soins à tous les niveaux. Travailler avec le réseau, travailler avec les Mayades. On a une expérimentation d'une Maya ici, travailler avec le CLIC, faire des groupes d'aide aux aidants. Il faut absolument qu'il y ait ce maillage-là. Mais la société n'est pas du tout prête à voir cette pandémie silencieuse des panthères grises, ou de nos chères têtes grises. Pas du tout. Pas du tout. Et très souvent, on entend « Ah, moi, s'il m'arrive ça, tu me promets, je veux mourir, je vais être euthanasié, il est hors de question que je sois dément, que je sois à la charge de mes enfants, etc. » Et la société n'est pas prête. La maladie fait peur. Le mot maladie d'Alzheimer, même s'il a été reconnu comme une maladie et une entité à part entière, fait peur. Il y a des mécanismes de déni, et la société est en plein dans ce mécanisme de déni, puisque qu'est-ce qu'on nous montre des gens jeunes, des femmes qui ont un visage jeune, un corps âgé, de plus en plus aujourd'hui. Et on arrive à ce déni de la société, le déni des couples. J'ai vu un monsieur chef d'entreprise très très agressif, pas bien du tout, à ma consultation mémoire ce matin, évidemment amené par sa femme, qui se plaint de troubles de la mémoire, et lui dans le déni total. Je n'ai rien, le MMS est déjà à 17 sur 30. Mais vous me posez que des questions débiles, ça sert à rien, etc. Bon. Et 17 sur 30, on voit déjà que l'épouse a peur. Que l'épouse a peur de le garder à la maison, il est agressif, ça va pas très bien. Et au moment de partir, je lui dis, qu'est-ce qui vous a amené? Je signe un bon de transport. Ah, mais c'est mon mari. Ah bon, votre mari conduit des troubles exécutifs majeurs? Mais bien sûr, mon mari conduit. Et il faut pas lui enlever ça. Ça, il sait faire. Alors bien sûr, il sait faire, c'est la mémoire procédurale. C'est le savoir-faire. Sauf que on nous a mis un nouveau rond-point devant l'hôpital. Nombre de personnes ont fait 3 fois le tour du rond-point et se retrouvent à Versailles, ne sachant plus sortir de l'hôpital, n'étant plus capable de s'adapter. Donc ce déni de la société, on le voit dans le déni des patients Alzheimer, le déni des familles, et c'est quelque chose qui ne nous aide pas à affronter la réalité des choses. Je ne sais pas si cette dépendance, la création de ce 5e risque de la dépendance, qui serait un formidable progrès social à mon avis, va pas être vécu comme une contrainte de plus et une contrainte financière de plus. Et est-ce que ça vaut le coup de faire ce sacrifice alors que notre société ne donne pas de travail à nos jeunes, à nos enfants? On entend ça beaucoup. Préoccupons-nous de nos jeunes. Trouvons-nous des emplois. Et puis, les personnes âgées, on verra après. Ça pourrait aller ensemble. Ça pourrait aller ensemble, tout à fait. Tout à fait. Non, le Happy End, c'est les pépites que nous apportent les patients. C'est les pépites cliniques, c'est tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous apportent, leur envie de vivre, jusqu'au bout, de rire, de profiter de la vie. Même si c'est dans un hôpital gériatrique, même si... Et d'ailleurs, très souvent, la démence leur permet d'être ailleurs, d'être chez eux, d'être dans leur maison d'enfance, d'être persuadés là où ils sont. Et quand on m'appelle où il y a un trouble du comportement au moment des repas, vous avez une personne totalement démente qui va vous dire « Moi, j'adore ce restaurant.
il y a de la musique. Il y a de la musique. Et la musique, c'est au secours, papa, maman, etc. Donc c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire que ces patients, jusqu'au bout, sont capables de dire des choses, même quand ils sont totalement aphasiques. Ils sont capables de dire des choses de leur vie.